Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, lendemain de l'assassinat d'Abdou Elinkine Diatta, l'un des blessés graves est complètement hors de danger. Touché à la cuisse et au genou, il a été opéré avec succès à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le lancement des travaux du bus rapide transit cet après-midi. Avant même le premier coup de pioche, les impactés réclament leur indemnisation complète. Ceux de Grand Médine exigent leur relogement à Keur Massar. Dakar au ralenti, les nombreux chantiers ouverts sur les grandes voies de communication ne sont pas sans conséquences sur la mobilité urbaine. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis le plaidoyer pro-domo des administrateurs civils à l'issue de la 25e Assemblée générale de leur amicale hier. Gouverneurs, préfets et autres sous-préfets veulent un meilleur positionnement de l'administration territoriale. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Arrestation en Guinée d'environ 300 ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. L'on évoque des infiltrations de corps étrangers alors que le pays traverse une crise politique. Au Mali, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad va se transformer en parti politique. C'est dans le dessein de mettre en œuvre l'accord de paix de 2015. Grève illimitée des magistrats en Algérie. Ils réclament leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. Rendez-vous dans le journal Inter pour les détails de toutes ces informations, Georges Déthié Diop. À venir également le journal des sports, le sommaire avec vous, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Coupe du monde des U17 au Brésil. Les formateurs du centre Djambar à Sali débriefent la prestation de l'équipe nationale du Sénégal hier face aux États-Unis. Le mental, la maîtrise du jeu et le bon coaching sont les ingrédients du succès du Sénégal hier face aux USA. Mamadou Niang, séduit par le jeu de l'équipe nationale A du Sénégal, l'ancien buteur de Marseille et de la sélection, parle de l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal. Le développement de ce menu dans un instant. Et puis, point de vue, on tentera de savoir si les projets du gouvernement tels que le BRT, le TER et les autoponts régleront définitivement les problèmes de mobilité urbaine à Dakar. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Des deux blessés graves lors de l'attaque qui a coûté la vie à Abdou Elinkine Diatta du MFDC hier à Mlomp. Il est le seul à sortir vivant. La victime arrivée à l'hôpital régional de Ziguinchor aussitôt après l'incident mortel a été prise en charge puis opérée avec succès. Le responsable de la communication de l'hôpital qui lui a rendu visite ce matin rassure sur son pronostic vital. Pascal Faye au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Il y a deux blessés qui ont été évacués ici à l'hôpital régional de Ziguinchor. Ils sont arrivés, il y a un qui est arrivé à 12h10 et finalement qui est décédé à 12h20, ce qui veut dire que 10 minutes après son admission. Il y a l'autre qui est blessé au niveau de la cuisse droite et également au niveau du genou gauche et il a été correctement pris en charge. Les premiers soins ont été faits par les spécialistes, les médecins qui étaient là, d'autant plus que le directeur avait donné l'information et les médecins orthopédistes, ORL, ainsi de suite, les infirmiers et même les administratifs étaient déjà là, ce qui veut dire qu'il a été très bien pris en charge au niveau des urgences avant d'être envoyé au niveau du bloc opératoire pour une opération chirurgicale. Ce qui a été fait et maintenant il est hors de danger. Ce matin je suis allé le voir et il va bien, les douleurs ont diminué et je pense que ça ira bien. Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale? Tout à fait. Extraction de balles? En principe, ça je ne pourrais le dire parce que c'est les spécialistes qui pourront dire cela. Mais maintenant il va bien et il a été très bien pris en charge. Sa vie est hors de danger également. Retour à Dakar pour parler des travaux du BRT, bus rapide transit, qui seront lancés aujourd'hui, ces travaux. La cérémonie est prévue cet après-midi devant la préfecture de Guédiawaye. Ce sera sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Les habitants de Grand Médine impactés par ce projet disent avoir déjà été indemnisés. Toutefois, ils attendent leur relogement à Keur Massar. Écoutons le président de leur collectif, El Hadj Ndiogou Gueye, au téléphone de El Hadj Ndiogou. Au début, c'était très difficile pour nous, mais finalement, on a eu à rencontrer les autorités de l'État, à savoir CETUD qui était notre interlocuteur direct. Et finalement, ils ont accepté qu'on se met autour d'une table. Donc, nous avons participé aux négociations. Et il y avait deux phases à négocier. C'était sur le plan foncier,
et sur le plan bâti. Maintenant, on s'est tombé d'accord sur des prix au mètre carré pour le terrain, la superficie, et sur le prix au mètre carré pour la surface bâtie. Et finalement, vraiment tout a été réglé. À Grand Médine, il y a 74 impactés. Donc le mètre carré, c'est du terrain, c'est à hauteur de 100 000 francs le mètre carré. Donc le bâti, donc ça varie entre les ardoises. Il y a terrasse, donc il y a aussi un espace carrelé ou non carrelé. Donc c'est des différents types de calculs. Donc, mais en tout cas, de toute façon, tout a été réglé. Et actuellement, il ne doit rien. Mais ce qui reste quand même à recevoir, c'est les terrains de Malika. Donc nous avons reçu nos numéros des parcelles, mais il reste l'attribution qui doit être réglée par la mairie de Malika. Donc actuellement, c'est ce que la population attend pour commencer les travaux. La mobilité des personnes et des biens, un problème à résoudre au Sénégal, et le bus rapide transit va relier la gare routière Petersen à la préfecture de Guédiawaye en banlieue dakaroise. Le chantier de ce BRT viendra ajouter à ces problèmes de mobilité urbaine avant sa mise en service prévue dans quelques années. D'un coût global de près de 300 milliards de francs CFA, le BRT pourra transporter jusqu'à 300 000 voyageurs par jour. Les travaux vont être lancé ce lundi, je vous le disais tout à l'heure. Si pour certains Sénégalais, bon nombre vont en souffrir avec des embouteillages avant la livraison, comme c'est le cas avec le TER. Koumba Sandiane Faye, reportage. 12 communes à traverser. Le BRT quitte la gare de Petersen pour allier Guédiawaye en banlieue dakaroise, en passant par boulevard Général de Gaulle, boulevard Dial Diop, rond-point Liberté 6, Grand Yoff, Parcelles Assainies. C'est parti pour les travaux. Trajet, vous le connaissez? Actuellement, le trajet. Et justement, au rond-point Liberté 6, ont des stations du bus rapide transit. Ici, les habitants pensent déjà au désagrément. Mais tu n'es qu'à tamit pour problème affaire transport nit ñi dem liggéey mu yomb leen tamit baax na mais tamit moom ko il faut que tamit nit ñi dina xam naa souffrir bu ñu koy defar ndax liggéey fii Sénégal dafa day yàgg. Même si certains relativisent et parlent de mal nécessaire. L'IXAR, tout pour se rendre dans les banlieues là. Moi j'aurais préféré qu'il élargisse ça au niveau des régions quoi. Franchement. Mais d'abord Dakar. Bon, Dakar, voilà, il faut commencer par Dakar d'abord. Franchement, ça peut régler beaucoup de problèmes quoi. Franchement, parce qu'on a des problèmes pour se déplacer. Hein. Bon, les tatas, ça ne va plus. Bon, j'ai vu les bus vraiment, c'est des bus vraiment qui sont luxueux. Bon, ça va vraiment. Pour vous, le BRT peut faire l'affaire? Oui, pour faire l'affaire quand même. Et on a vu tout récemment pas de causer des problèmes. Oui, ça au début, ça va causer des problèmes. Mais franchement, il faut être patient là. Ça ira. Ça ira. Mais le Sénégalais, il est pressé. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Pour éviter des problèmes comme c'est le cas avec le TER, la date de livraison doit aussi être respectée. Ils ne sont pas respectés, voilà le problème. Voilà tout le problème. Le TER là, on a parlé prématurément. Et on n'avait pas calculé les passerelles, les ponts là. C'est ça qui barre la route actuellement, le projet actuellement. Le lancement des travaux prévus ce lundi, même si ce bijou est bien accueilli, en vue de réduire la souffrance des Sénégalais en matière de mobilité. Des préalables doivent être pris. Le bus va transporter jusqu'à 300 000 voyageurs par jour. RFM, la radio de toute l'actualité. Les abonnés de la Sénélec de Kédougou sont dans tous leurs états à l'origine de leur colère. Les factures très salées du dernier bimestre, leurs complaintes ainsi que la réponse de la Sénélec dans cette correspondance d'Ibrahima Diabakhate. Ils sont nombreux, les abonnés de la Sénélec, qui ont constaté une hausse sur leur facture d'électricité du dernier bimestre. Si certains avancent une augmentation de 1000 francs CFA, d'autres par contre soutiennent que ces hausses sont passées du simple au triple. Sanyene Kamara est le délégué du quartier de Togoro. Maintenant, nous c'est débordé. Tu vas voir maintenant, facture, avant nous on paye à 20 000, mais cette fois-ci, on nous a amené le facture à 100 000 et ma femme, il a seulement le contre. Ça va, il paye 1000 francs ou 1500, mais cette fois-ci, ils ont amené le facture à 50 000. Vous n'avez pas de frigo? Non. Vous n'avez pas de ventilo? Le ventilo, c'est nous. Peut-être il y a un, c'est bon, terminé. Du côté de la Sénélec, elle invite les consommateurs à se rendre à l'agence pour procéder à toutes les vérifications nécessaires. Sleman Sarr est le chef d'agence rurale de Kédougou. Oui, les factures là, c'est des consommations. S'il y a des réclamations à faire, il n'a qu'à venir au niveau de la Sénélec.
on va aller au niveau du compteur et vérifier l'index du compteur. S'il y a des problèmes de relève et de tout, il faut revenir à la Sénélec et poser la facture. On va aller sur les lieux pour au moins revoir encore l'index. Si l'index est bon, on va confirmer. Si c'est pas bon, on va faire le redressement de la facture. Au-delà de ces désagréments devenus récurrents, l'élection de Kédougou en agence principale pourrait permettre une meilleure prise en charge de toutes ces difficultés notées au sein de cette agence rurale. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Dans la commune de Kaffrine, ce sont 3 écoles élémentaires qui sont privées d'électricité depuis des mois. Une situation difficile que déplorent les directeurs des établissements scolaires concernés. Ils demandent aux autorités locales de régler ce problème. La correspondance de Mandiaï. Il s'agit des écoles 5 et franco-arabes situées au quartier Diamaguène Centre ainsi que l'école 7, 6 au quartier TP. Depuis l'année dernière, elles sont sans électricité, explique Aliou Sall, directeur de l'école 7. En tout cas, la plus en vue ici au niveau de l'école, c'est le problème de l'électricité. Et il faut avouer que c'est une situation que nous sommes en train de vivre depuis le mois de février-mars 2019. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de solution. Pourtant, selon Abdou Samboul, directeur d'école franco-arabe, toutes les démarches ont été entreprises auprès des autorités en charge de la question. Mais malheureusement, jusqu'ici, le problème reste entier. Le montant, c'était 128 000 francs. 128 000 francs. Alors, on a véritablement sollicité l'intervention de la collectivité locale. Et ils ont démarché en nous faisant des promesses, mais jusqu'à présent, ça n'a pas évolué. Nous sommes ouverts à nos autorités hiérarchiques. Ces dernières ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais jusque-là, la situation reste... Il faut avouer qu'une école qui n'a pas d'électricité ne peut pas fonctionner dans les règles de l'art. En attendant, les chefs de ces établissements sont obligés de se rabattre sur leurs collègues pour les besoins d'impression et de photocopie des documents administratifs. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Voici à présent la réaction de la mairie de Kaffrine. Le président de la commission éducation indexe le trésor public par rapport à cette situation. Daouda Wilane précise que la municipalité a déjà versé au trésor 2 millions de francs CFA pour rétablir l'électricité dans ses écoles. Il est au micro de Mardiaï. Et la Sénélec avait privé 3 écoles, ces 3 écoles-là d'électricité depuis le mois de juin. Et pourtant, depuis le 30 avril 2019, la mairie avait fait un mandat de virement d'un montant de 2 millions de francs CFA pour payer les factures d'électricité consommées par nos écoles. Cela veut dire que la mairie n'est pas dans une attitude réactive, mais plutôt proactive. L'on peut comprendre qu'il peut s'agir d'une question de procédure. Mais toutefois, sachez que le maire et avec ses collaborateurs sont toujours en contact avec les autorités, à savoir le payeur et le chef d'agence, pour que vraiment l'électricité puisse être rétablie dans ces différentes écoles. Allons maintenant dans la région de Diourbel où les populations de la commune de Patar, village de l'étudiant Faloussen, tué à l'université de Saint-Louis, demande une ambulance et un stade fonctionnel qui va porter le nom de l'étudiant martyr. Le maire de la commune pense que les calvaires inhérents au déplacement des malades vers les autres structures de santé de référence doivent cesser. Correspondance Babacar Diouf. Au regard des difficultés qu'ils rencontrent pour référer leurs malades dans les localités comme Diourbel et Touba, les habitants de Patar ont besoin d'une ambulance. Mbaïsar, le maire. Je demande une ambulance. Mes 2 premières doléances ont été satisfaites. Nous n'avions pas de sage-femme, notre infirmier n'était pas intégré dans la fonction publique. Aujourd'hui, notre priorité, c'est une ambulance, puisque pour référer nos malades, il nous faut taper plus de 8 km à charrette. Et c'est inadmissible. Cette période est révolue. Patar doit disposer d'une ambulance. Les jeunes de la localité n'ont qu'un seul vœu, la construction de leur stade, dont ils veulent donner le nom à Feu Faloussen, du nom de cet étudiant tué à l'université de Saint-Louis. Nous autres jeunes de Patar, notre vœu le plus cher, c'est de disposer d'un stade, le stade dont nous voulons donner le nom à Feu Faloussen, si l'État parvient. Ces doléances ont été exprimées ce week-end lors de la finale de la Coupe du Maire de Patar, Diourbel. RFM Babacar Diouf. RFM, la radio autrement.
À 12h15, la 17e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social s'est ouverte ce matin. La cérémonie officielle a été présidée par Cheikh Kanté, le ministre chargé du suivi du PSE, Plan Sénégal émergent. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. À noter également la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social et environnemental qui s'ouvre demain jusqu'au 13 décembre prochain. Thème de cette session, la contribution du CSE à l'évaluation prospective de l'acte 3 de la décentralisation. Il y aura notamment des plénières et des panels sur le civisme ainsi que sur la réforme de l'administration publique. L'administration territoriale qui veut plus de visibilité et plus de considération eu égard à son rôle dans le développement du Sénégal. C'est en tout cas l'appel fort lancé par l'amicale des administrateurs civils au sortir de sa 25e Assemblée générale ordinaire qui a pris fin hier soir par une conférence de presse. Appel porté par le tout nouveau président de l'amicale, Maguette Sène, au micro de notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. Ce nouveau bureau a deux objectifs principaux. Nous voulons un meilleur positionnement du corps des administrateurs civils, qui est un corps d'élite qui a pour vocation d'accompagner les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des politiques publiques. Position que le nouveau bureau a pour objectif de renforcer, notamment par la contribution active à toutes les réflexions et débats publics qui portent notamment sur l'élaboration des politiques publiques, leur mise en œuvre et leur évaluation. Tout cela s'inscrit dans notre philosophie, contenu dans notre devise, servir l'État et non se servir de l'État. Le deuxième objectif, il faut noter que cette 25e Assemblée générale ordinaire a enregistré une forte mobilisation des collègues. Nous avons fait une lecture de cette forte mobilisation. Nous croyons que cette mobilisation témoigne de la prégnance des attentes quant à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos membres. Le nouveau bureau élaborera dans les plus brefs délais un programme d'activité qui permettra de répondre à ces attentes. Après l'administration, parlons des affaires avec le bureau de mise à niveau qui a soutenu 150 entreprises pour une enveloppe de 73 milliards de francs CFA. C'est une révélation de son directeur, Ibrahima Diouf. Il souligne que des primes ont été aussi versées à ces entreprises pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Ibrahima Diouf était l'invité de RFM Matin. Depuis 2005, date de démarrage effectif programme de mise à niveau au Sénégal, on a eu à développer plusieurs approches de la mise à niveau. Il y a la mise à niveau globale, mais aujourd'hui, il y a la mise à niveau allégée et la mise à niveau sectorielle qui est destinée pour la cible petite et moyenne. Si nous prenons la mise à niveau globale, c'est-à-dire la mise à niveau qui s'adresse à certaines entreprises d'une certaine taille, qui font un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. Nous avons accompagné à date 150 entreprises. Ces 150 entreprises représentent un investissement approuvé de 73 milliards de francs CFA et en contrepartie de ces investissements, le bureau de mise à niveau a octroyé des primes d'un montant total de 15 milliards. Et parmi ces 15 milliards, par rapport à ces 15 milliards, 11 milliards ont été effectivement décaissés et versés au bénéfice des entreprises. Donc ça veut dire que la mise à niveau encourage l'investissement et au niveau des emplois aussi, je pense qu'il y a une nette amélioration de la situation de l'emploi de ces entreprises accompagnées. Aujourd'hui, donc ce qu'on peut dire par rapport à la mise à niveau, c'est que c'est un instrument qui, au-delà du renforcement de la compétitivité des entreprises sur leur propre marché, mais aussi à l'export, est en train de travailler beaucoup pour améliorer la situation de l'emploi au Sénégal. Le bureau de mise à niveau qui organise à partir de demain et pour 3 jours la 4e édition des journées de la mise à niveau. Le thème de cette année est la mise à niveau, accélérateur du processus d'industrialisation. Il est 12h19. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié-Diop. Rebonjour Souleymane. D'abord l'arrestation en Guinée d'environ 300 ressortissants de pays africains. Selon des sources de Jeune Afrique, cette vague d'arrestations pourrait être liée à des infiltrations de corps étrangers alors que la Guinée traverse une crise politique. On évoque aussi des pratiques controversées d'une société de vente directe. Adi Maguette Ndiaye.
Mardi et mercredi, les policiers ont interpellé 141 personnes qui étaient confinées dans des concessions dans la périphérie de Conakry. 84 Bissau-Guinéens, 46 Sénégalais, 9 Guinéens, un Burkinabé et un Gambien. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement. D'autres opérations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, portant à environ 300 le nombre de personnes interpellées. Cette opération prouve à suffisance la récurrence d'infiltration de corps étrangers tant à Conakry que dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Estime le gouvernement, la Guinée connaît une vague de manifestations contre un éventuel projet de troisième mandat attribué au président Alpha Condé. Ces violences ont fait une dizaine de morts. L'action de la police et de la gendarmerie vise à débarrasser la Guinée des mauvaises graines qui n'ont rien à faire ici en cette période de trouble, déclare un haut responsable de la police ayant requis l'anonymat, selon l'agence France Presse. Au Mali, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad va se transformer en parti politique. Les responsables du groupe armé signataire de l'accord de paix de 2015 l'ont fait savoir ce week-end. C'est dans le dessein, disent-ils, d'accélérer la mise en œuvre de l'accord du Diouf. Face à la réalité du terrain et pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations, nous devrons réfléchir à une plateforme politique. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Haut Conseil de l'unité d'Azawad lors de son congrès à Kidal. La transformation du Haut Conseil en parti politique vise à accélérer la mise en œuvre d'un accord pour une meilleure cohésion sociale et harmoniser leur lutte au bénéfice des populations. Le Haut Conseil est formé en grande partie d'anciens membres du groupe djihadiste Ansardine. Plusieurs groupes armés indépendantistes ont déjà signé l'accord de paix en renonçant à leur velléité séparatiste contre plus d'inclusion dans la société malienne et dans l'armée. Un autre groupe signataire de l'accord de paix, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, tiendra un congrès à Kidal le 30 novembre prochain, selon un de ses dirigeants. En Algérie, les magistrats sont en grève. Une grève illimitée entamée hier dimanche. Les juges et procureurs réclament leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. Le syndicat national des magistrats dénonce la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Il demande au gouvernement de revenir sur sa décision d'affecter les 3/4 des effectifs de la magistrature, soit quelques 3000 personnes. Et vous savez quoi, la grève, si elle perdure, risque d'avoir un impact négatif sur les échéances électorales, la présidentielle du 12 décembre. Surtout, 22 candidats ont déposé leur dossier. L'autorité nationale indépendante des élections a 7 jours pour statuer sur la validité des candidatures et publier la liste des candidats retenus. Souleymane, 2 anciens premiers ministres, Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune, figurent parmi les 22 candidats qui ont déposé leur dossier. À l'autre bout du continent, au Mozambique, le président sortant a été réélu pour un mandat de 5 ans. Philippe Nyusi a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 15 octobre dernier par la commission électorale. Il a obtenu près de 73% des voix contre 22 pour son principal opposant, Ossoufo Momad, dont le parti, la Renamo, avait appelé vendredi à la tenue de nouvelles élections. La Renamo dénonce des fraudes électorales massives et des opérations d'intimidation des électeurs. Et pour terminer, le Brexit, les 27 pays de l'Union européenne ont donné ce lundi leur accord pour un report de la sortie du Royaume-Uni jusqu'au 31 janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil européen sur Twitter. Donald Tusk a précisé que cette décision serait formalisée par une procédure écrite. Georges Détier-Diop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la mobilité urbaine à la lumière des grands chantiers tels que le BRT, le TER ou les autoponts sur l'ensemble du territoire dakarois. Nous en parlerons avec Khadim Sissé, directeur des études et de la stratégie au CETUD, le conseil exécutif des transports urbains de Dakar, et avec M. Ibrahim Ndongo, expert en transport. RFM Sport.
Malal Junior Diagne, rebonjour. Rebonjour Souleymane. Coupe du monde des U17, les formateurs satisfaits de la prestation du Sénégal face aux États-Unis. Hier, première sortie, première victoire de l'équipe nationale du Sénégal devant les États-Unis, 4-1. Et pourtant, les Lions avaient été menés dès les premières minutes de la rencontre, mais le mental, le comportement et également le coaching de l'entraîneur Malik Daouf ont été des éléments importants qui ont permis au Sénégal de remporter les 3 points de la victoire. C'est l'analyse de Abdul Aziz Fall. Il est formateur à l'Institut Djambar de Sali. On peut constater que c'était un match à deux visages. Les jeunes, en première mi-temps, malgré le fait qu'ils aient pris le but, jouaient pratiquement à égalité avec les Américains. Et quand le but est intervenu, on a vu qu'ils n'ont pas paniqué. Ils ont continué à jouer leur football et cela a fini par payer avec l'égalisation de fort belle manière. Et quand ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils ont pris le match pour leur compte. Et c'est là où vraiment moi je magnifie le mental que ces jeunes ont montré, la détermination et surtout la sérénité dans tout ce qu'ils ont montré. Rectificatif apporté par le coach, surtout les changements, le bon coaching. On a vu que l'équipe a mieux joué en deuxième mi-temps et ça se comprend parce que on a constaté qu'en attaque, l'entrée de Alioune Badara Baldé et Moustapha Diaw a amené beaucoup plus de percussions sur les ailes. Et pour la suite, moi je suis optimiste dans la mesure où en haute compétition, gagner le premier match, ça donne du moral et ça permet à l'équipe de jouer avec sérénité les matchs suivants. Le prochain match, ce sera donc mercredi prochain face à l'équipe des Pays-Bas. Génération Foot en conférence de presse demain à 10h au stade de Lat Dior de Thiès. L'équipe championne du Sénégal qui va jouer mercredi prochain contre l'équipe de l'école supérieure d'administration et de journalisme du Bénin au stade de Lat Dior de Thiès pour le tour aller de recadrage de la Coupe CAF. Donc va se prononcer sur les préparatifs de cette rencontre. Un match qui est prévu à 17h mercredi prochain au stade Lat Dior de Thiès. Parlons maintenant de l'équipe nationale A. Mamadou Niang se dit séduit. Séduit, il est Mamadou Niang, l'ancien buteur de l'équipe nationale A, mais également de l'Olympique de Marseille qui était à Dakar à l'occasion du Classico. Il estime qu'Aliou Cissé a un groupe composé de joueurs talentueux. Il va falloir continuer le travail et être patient pour gagner un titre majeur en Afrique. Mamadou Niang au micro de Youssouf Bodjan. C'est un groupe qui est de qualité, avec de très jeunes joueurs, mais qui ont énormément de qualité. Il faut qu'ils arrivent à garder ce groupe-là le plus longtemps possible, parce que c'est un groupe qui va progresser. On a eu une énorme déception avec cette finale de la CAN. Une bonne satisfaction, parce qu'on sait que ce groupe va progresser ensemble, et qu'ils vont se servir de cette défaite, de cette déception en finale de la CAN pour grandir, pour aborder les compétitions prochaines avec beaucoup plus d'envie et faire oublier cet échec. Basket pour finir, Pathé Keïta reconduit à la tête de Guédiawaye Basket Club. Pour un nouveau mandat, le président veut maintenant accélérer la cadence et permettre à son équipe d'accéder à l'élite avec l'équipe masculine, mais également travailler pour les prochaines années afin d'avoir une équipe chez les filles. Pathé Keïta a été donc reconduit à l'unanimité après Assemblée Générale. Il nous dit ce qu'il veut faire à la tête de GBC. Guédiawaye Basket Academy est un club qui n'existe que depuis 3 ans. Donc on avait dit qu'après 2 années, on va faire une assemblée générale pour quand même faire une évaluation et élire un nouveau bureau. On a tenu à respecter donc cet engagement, ces dispositions. Donc actuellement, nous, notre credo, c'est la formation. Cette année, on a été très présent au niveau de tous les tableaux pour le championnat de petite catégorie à Dakar. On a même été champion chez les minimes garçons et finaliste chez les minimes filles. On va plus s'accenter sur la formation, mais aussi, l'équipe actuellement, l'équipe de GBA, les seniors garçons sont qualifiés au tournoi de montée. Nous avons pour ambition de monter en première division et d'ici quand même 2 ans, monter une équipe filles, senior filles, parce qu'on a une bonne génération chez les filles qui vient derrière. Donc on va faire en tout cas de Guédiawaye un bastion du basket sénégalais. Voilà, Pathé Keïta qui siffle la fin de cette page de sport à Souleymane. Merci Malal et bon appétit Diagne. Merci Nyangbalo. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Le dossier de cette édition, les maisons de production musicale à la traîne, ça ne marche pas trop de l'avis de spécialistes de la musique. Pour eux, toute l'industrie musicale
c'est toute l'industrie musicale qui est mal structurée, voire informelle, ce qui freine les quelques boîtes de production existantes au Sénégal, en plus de l'absence de grosses pointures de la musique. Dossier réalisé par Nafissa Toussila. Une production musicale informelle freinant principalement la production, un système non structuré qui bien souvent porte préjudice aux maisons de production qui vont avoir du mal à se développer. Le point de vue du journaliste culturel Fadello. Je trouve que ça ne se porte pas très bien. De toutes les façons, tout est au niveau de l'industrie musicale sénégalaise qui n'est pas du tout structurée. Il n'y a même pas d'embryon d'industrie musicale, donc la production ne peut pas marcher. Tantôt, le secteur musical sénégalais baigne dans l'informel absolu et ça ne peut pas aider à son expansion ou à son essor. À mon humble avis, on ne peut pas citer 5 structures de production performantes dans ce pays, à part Prince Art et je crois à un degré moyen Konaté Studio et le studio 1000 Mélodies de Baba Amdi. Il n'y a presque rien sur le marché et ça ne peut pas favoriser à l'évolution d'une bonne production au niveau musical dans ce pays. En plus de ces quelques éléments qui concourent à décourager les producteurs, Michael Souma, cadre de production à la RTS, estime que les maisons de production comptent que sur de bons artistes. Ça demande énormément de moyens, une maison de production. Et aujourd'hui, un producteur, il a envie d'avoir un maximum d'artistes, n'est-ce pas, dans sa maison. Je veux dire que tourner avec un artiste, c'est bien, mais ça aurait été encore mieux d'avoir véritablement une pléiade d'artistes dans sa maison. Voilà, donc aujourd'hui, les moyens faisant défaut, le mécénat justement n'existant pas au Sénégal, ou très peu. Donc aujourd'hui, les producteurs sont obligés de plier bagages. Et je pense que c'est vraiment ça le problème. Une maison de production sans de bons artistes, ça ne fait pas le showbiz. Et concernant le départ de Pape Diouf de Prince Art pour voler de ses propres ailes, ce n'est pas aussi évident. Donc le départ de Pape Diouf ne peut en rien enlever à l'aura de Prince Art, d'autant plus qu'ils ont d'autres artistes renommés plus ou moins internationaux comme Titi, Aïda Samb ou Pape Birahim, qui bien encadrés et bien formés peuvent valoir des lauriers à Prince Art, comme ils l'ont fait avec Pape Diouf, qu'ils ont plus ou moins sorti du néant, parce qu'après son départ du Lemzo Diamono, il est resté 2 à 3 ans sans produire. Donc c'est eux qui ont fabriqué de toutes pièces Pape Diouf. Je pense qu'ils peuvent fabriquer encore de toutes pièces un autre artiste. L'un a fait l'autre. En fait, le fait qu'il ait signé avec une grosse maison de production lui a permis, lui, en fait, de pouvoir quelque peu voler de ses propres ailes. Je pense que sans l'autre maison de production, je pense que ça aurait été un peu difficile pour lui de pouvoir voler de ses propres ailes. Dans tous les cas, le secteur musical sénégalais connaît bien des hauts et des bas. Et la majeure préoccupation reste de redresser la barre. Pourront-ils, ces chantiers, résoudre le problème de la mobilité urbaine à Dakar? Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Khadim Sissé, directeur des études et de la stratégie au CETUD. M. Sissé, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Ibrahim Ndongo, expert en transport. Bonjour Ibrahim Ndongo. Bonjour Signon. D'abord, Khadim Sissé, j'ai évoqué tous ces projets qui sont lancés ces derniers temps et qui ont un impact réel sur la mobilité urbaine, des problèmes de circulation qui vont s'aggraver ou s'accentuer, pour être plus précis, dans les prochaines semaines. Et le projet à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le BRT, dont les travaux seront lancés par le chef de l'État cet après-midi devant la préfecture de Guédiawaye. Sur ce projet en particulier, dont vous êtes le maître d'œuvre en tant que CETUD, le maître d'ouvrage plutôt, en tant que CETUD, dans quelle mesure le BRT contribuera-t-il à résorber les problèmes de mobilité urbaine à Dakar en 2022, puisque c'est la date de mise en service, d'après vous? Bonjour. Je ne vais pas revenir sur la définition de BRT en tant que civil bus rapid transit, mais considérons que c'est un système de transport de masse, en fait, donc capacitaire, qui aura la particularité d'avoir des voies dédiées. Donc en fait, c'est un système qui sera privilégié puisqu'il aura ses propres voies, séparées de la circulation, avec une plateforme bien distincte, avec une capacité de transporter jusqu'à 300 000 personnes par jour, passagers par jour. En fait. Donc c'est dimensionné pour transporter jusqu'à 300 personnes par jour. Donc il y a un effet de masse, donc ce qui va permettre de réduire le nombre de véhicules qui transportaient ces mêmes 300 000 personnes par jour. Donc, effectivement, en termes de congestion, on espère avoir une réduction. Et du fait aussi de l'aménagement qui est prévu pour le BRT et de ses caractéristiques, on
va avoir un système qui permettra d'aller plus vite en termes de déplacement. Nous avons fait des études, on pense avec le BRT. Aujourd'hui, le trajet qui est fait entre Guédio et Petersen en moyenne à 90 minutes. Avec le BRT, on pourra le faire en 45 minutes. Donc, on réduit les temps de déplacement, on augmente la capacité offerte aujourd'hui sur le même couloir pour transporter jusqu'à 300 000 personnes. Mais une question très, très précise là-dessus. 300 000 personnes par jour, c'est quel pourcentage du nombre de personnes qui se déplacent à Dakar par jour? Nous avons récemment fait une enquête ménage qui fait la cartographie des déplacements à Dakar. Le transport motorisé aujourd'hui, pour les transports publics hors voiture, on est à 1 million 100 000 personnes à peu près. Disons 30%. Oui, donc on est à 30%. C'est aussi dire qu'en fait le projet BRT en lui-même ne va pas régler tous les problèmes d'un coup. C'est pourquoi on parle aussi de projet pilote. Nous, en tant que technique, c'est un projet sur lequel on travaille depuis des années. On a commencé les études depuis 2013, 2017. On a terminé les études. Donc, c'est un projet qui va apporter une première partie de la résolution du problème, une première solution. C'est pourquoi on parle de projet pilote. C'est une première ligne. Mais l'objectif à terme, c'est d'aller sur un système, sur tout un réseau en fait de lignes de BRT. Et en attendant d'arriver sur ce réseau sur le long terme, parallèlement au BRT, on travaille sur la restructuration du réseau. C'est-à-dire qu'il y a la ligne de BRT qui va transporter jusqu'à 300 000 passagers par jour. Mais les autres lignes de transport, il faudra les renforcer, les rendre plus performantes et complémentaires au BRT pour offrir un système de transport public plus performant. Donc, il faut considérer encore une fois le BRT comme un élément d'un système. D'un ensemble. D'un ensemble. Absolument. Très bien. Laissez-moi introduire Ibrahim Ndongo, expert en transport. Monsieur Ndongo, Monsieur Cissé évoquait tout à l'heure la résorption partielle du flux, des problèmes de circulation qu'on peut avoir, de la demande qui est réelle et massive. Quel est selon vous l'impact de ce projet sur les autres secteurs du transport, notamment tout ce qui est bus, minibus, les systèmes existants déjà? Est-ce que vous pensez que ce seront des effets positifs ou des effets plutôt négatifs? Oui, je vous remercie. Donc, pour dire que je salue aussi au passage monsieur que je connais très bien. Khadim Cissé, bien sûr. Donc, qui est un excellent technicien du CETID et je salue tout le monde au CETID. Alors, je vais pour répondre à votre question, je dois dire que d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que Dakar est configuré de sorte que Dakar est un petit territoire entouré presque sur les trois côtés par la mer, donc non extensible. Aujourd'hui, la Banque mondiale dit que, il y a quelques années déjà, je dois dire, que les embouteillages, congestion pour utiliser le bon terme, nous coûtent à peu près plus de 120 milliards par an. Alors, non seulement que le BRT est bienvenu, parce que moi, tout technicien sérieux dira que vraiment c'est un très bon projet. Maintenant, que la vitesse commerciale des véhicules sera vraiment, ce BRT-là sera beaucoup plus élevée, donc au bénéfice des usagers. Des passagers. Donc voilà, donc l'État aujourd'hui, confronté à un problème de mobilité, un problème surtout d'environnement, parce que le BRT aussi contribue à améliorer le cadre de vie à Dakar, parce que ça soit l'image de Dakar même. Il faut en faire une ville vraiment qu'on peut dire une ville émergente. Alors, donc, pour régler ce problème, l'État n'a que deux solutions. C'est-à-dire agir sur les moyens de transport et ensuite sur les infrastructures. C'est pourquoi, je sais que je n'ai pas anticipé la question qui viendra tout à l'heure, il faut dire que vraiment le BRT est là bienvenu. Les autres qui sont effectivement des opérateurs, que sont les Qatar, Dakar Demdik, les Ndiaye, Carapide et Clando, mais on a réservé effectivement un secteur. Parce que ces 300 000 personnes environ seront transportés par le BRT, il faut dire qu'ils n'habitent pas directement, immédiatement sur la ligne d'exploitation du BRT. Donc, ils sont des rabatteurs. Donc, ils auront encore à transporter au moins une bonne partie en primaire, donc une bonne partie de ces passagers qui vont prendre le BRT. Donc, à mon avis, ils ne perdent rien, seulement il faut que aujourd'hui l'État soit un arbitre neutre
qui puisse permettre à tous ces exploitants qui étaient là avant le BRT puissent aussi se retrouver. Parce qu'il ne s'agira pas de faire venir le BRT, de le mettre en exploitation pour qui était déjà ici. Très bien. Voilà. Alors, nous avons très peu de temps, mais nous allons essayer quand même de couvrir le maximum de champs par rapport au BRT et à la mobilité urbaine en particulier. Monsieur Cissé, nous n'avons pas réellement de voies réservées actuellement, mais sur certaines voies, nous savons qu'il y a des lignes ou des voies réservées aux Tata, etc. C'est notamment la route de Rufisque au niveau de Nestlé, etc. On a vu ce qui en a été fait, c'est-à-dire d'autres véhicules qui n'ont pas vocation à rouler sur ces allées ou contre-allées empruntent quand même ces voies qui sont dédiées et réservées. Quelles sont les mesures que le CETUD va prendre avec ses maîtres d'œuvre pour éviter justement que ces voies soient empruntées par des gens qui n'y ont pas droit? En fait, c'est très important parce qu'il y a des aménagements qui existent effectivement au niveau de Rufisque ou bien de Salé. Et il faut s'interroger aussi, est-ce que c'était fait uniquement pour la circulation des transports publics et après quelle mesure a été mise en place? Et je ne saurais dire, mais actuellement, ce qui est sûr pour le BRT avec le CETUD, c'est que ça va être construit avec un matériel roulant. Ce qui est prévu, c'est d'avoir un opérateur qui sera là pour l'exploitation en permanence. Et aussi la réglementation, le code de la route, et aussi les forces de l'ordre qui seront là. Ce qu'il n'est pas imaginable d'investir autant d'argent sur un système de transport et de laisser le BRT comme ça. En fait, il faut le voir comme, parce qu'on est là sur un projet en site propre, comme un train, par exemple le TER ou bien un tramway, avec un exploitant et ses équipes qui seront là tout le temps. Parce que la différence avec ces voies que vous évoquez tout à l'heure et par rapport aussi aux transports publics, par exemple Dakar Demdik ou bien les AFTU, et ils exploitent mais ils n'ont pas de responsabilité sur l'infrastructure. Alors qu'avec le BRT, en fait, ce qui est prévu, c'est de faire une délégation de service public. Une délégation n'est pas une concession. Bon, c'est une délégation de service public. Là, c'est l'État qui est propriétaire, aussi bien de l'infrastructure que du matériel roulant. Donc, il fait une délégation de service public à un opérateur qui sera responsable des bus, mais aussi de l'infrastructure. Étant entendu d'ailleurs que délégation de service public et concession, c'est pas antinomique, c'est une des modalités. Quelle sera la forme contractuelle que vous aurez avec cet opérateur? La forme contractuelle, c'est une délégation de service public avec un contrat. Donc là, en fait, déjà dans le montage, ce qui est prévu, donc tout ce qui est infrastructure et système d'exploitation, c'est l'État qui construit à travers le contrat de construction des travaux avec l'entreprise. L'opérateur qui va venir va apporter une contribution avec le matériel roulant. C'est l'opérateur qui va acquérir le matériel roulant, c'est-à-dire les bus. C'est ce qui est prévu, mais dès que c'est acquis, ce sera une propriété de l'État aussi. Très bien. Après, il exploite. Il y a des recettes qui vont être générées par le projet. Il se fait payer avec ces recettes et aussi pour payer des redevances. Donc, en fait, c'est un contrat qui va être rigoureusement encadré par la réglementation en vigueur, notamment le Code des marchés publics. D'ailleurs, pour la conception, la rédaction même du projet de contrat, tous les services compétents de l'État ont été impliqués. C'est un contrat sur lequel on travaille depuis 2017 parce que les études techniques, on les a bouclées depuis décembre 2017, mais depuis 2017 jusqu'à maintenant, presque 2 ans, on ne fait que travailler sur ces aspects. Parallèlement, bien sûr, à tout ce qui est plan d'action et de réinstallation pour les personnes affectées par le projet. Mais bon, je voudrais revenir sur un point évoqué tout à l'heure par M. Ndongo qui est très important, c'est les opérateurs actuels. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de mettre un système qui va venir pour concurrencer les autres. Pour cannibaliser un peu ce qu'ils font. Ce n'est pas le rôle du CETUD. Le CETUD est là pour organiser le transport public au bénéfice des usagers. Ce qu'il faut aussi préciser que c'est au niveau même des instances du CETUD, notamment l'Assemblée plénière ou le Conseil d'administration, les opérateurs de transport sont représentés. Dakar Demdik et AFTU notamment. Donc, ils sont représentés, ils sont bien au courant du projet BRT. Donc, même quand on fait les études et toutes les étapes, il y a un comité technique qui est en place dans lequel ces opérateurs sont représentés. Très bien. Nous parlons même tout à l'heure de la restructuration. Tout à fait. Après, il y a les cars rapides et les Ndiagandiaï qui ne sont pas représentés.
Mais justement, il y a un processus de renouvellement qui a été lancé depuis longtemps, qui va se poursuivre, pour à la fin avoir un système de transport totalement formalisé. Qui n'est pas un très grand succès. Les Diaganga et les cars rapides ne sont pas considérés comme un transport formel, proprement dit. L'objectif, c'est justement de les faire venir vers le réseau formel, aussi avec des mesures d'accompagnement sur le matériel roulant et aussi sur la formation. Très bien, je suis désolé, c'est très intéressant. J'espère que nous aurons l'opportunité de parler plus longuement avec vous dans un autre cadre. Nous sommes vraiment tenus par les temps, mais je veux donner 30 secondes à M. Ndongo pour évoquer une dimension à laquelle peut-être il s'attendait, je ne sais pas, mais vous avez évoqué tout à l'heure deux volets importants de la politique de transport, c'est-à-dire les moyens, le matériel et les infrastructures. Qu'en est-il maintenant du comportement des citoyens en général? 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, le comportement, c'est que l'État fait de son mieux actuellement pour nous doter d'un parc automobile de transport en commun vraiment moderne, et ensuite améliorer la mobilité. Mais les usagers doivent aussi se conformer. Parce que si aujourd'hui il y a des lignes qui sont bien tracées, d'exploitation bien tracées, il faut que aussi les exploitants puissent les respecter. Ça, c'est une obligation. Mais dans l'amélioration de ces infrastructures, on a vu que sur la VN, il y a les autoponts qui sont en construction, à Ngor aussi exactement, le rond-point va être qui était saturé, qui avait atteint son seuil de saturation. Donc, ils sont en train de... Mais nous devons tout faire aussi pour éviter ce qu'on peut appeler le cas Cambérène, c'est-à-dire faire des infrastructures sans pour autant faire les enquêtes d'impact qu'il faut, les études d'impact qu'il faut pour que ces infrastructures-là puissent être réalisées dans le temps. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut. Merci M. Ndongo, merci M. Cissé d'avoir participé à ce point de vue.